dans ce monde où les hommes sont capables à la fois, pour certains, de montrer leurs sentiments, de pleurer, peut-être, effectivement, et de dépasser l'injonction « un homme, ça ne pleure pas », et d'autre part, d'affirmer l'appropriation du corps des femmes pour la virilité affirmée de certains hommes. Donc nous sommes dans ce monde-là, et la question, c'est effectivement de se dire, mais voyons, dans les deux cas, que ce soit les larmes ou que ce soit l'appropriation du corps des femmes, on est justement dans le rapport des hommes, non pas à eux-mêmes, mais aux femmes. Comme si une définition possible de la masculinité, et après tout c'est assez logique, se faisait par rapport au sexe féminin. Cette extériorisation des sentiments sans l'habituelle retenue masculine, supposée être intrinsèquement masculine, on va en parler, c'est quelque chose qui peut justement nous poser question, et c'est autour de ça que j'aimerais réfléchir avec vous ce matin pour ouvrir ces deux journées. En fait, on a l'impression que la masculinité, c'est homogène et qu'il y a une sorte d'unité. Cette unité, c'est la conception de la virilité. On s'aperçoit que ça n'est pas si simple que ça et que la façade se craquelle, que cette évidence, justement, n'est plus si bien entendue. Elle est mise en question et c'est ça qui nous intéresse parce que ce qui apparaissait normal, ce qui apparaissait, ouvrez les guillemets, naturel, ne l'est plus forcément. Et c'est dans ce paysage-là que les séries qui nous intéressent s'inscrivent, et j'oserais même dire qu'elles ont joué un rôle important pour bousculer, c'est bien entendu. Alors, qu'est-ce qui est naturel ? Naturel qu'un homme soit fort, qu'il soit conquérant, protecteur, qu'il ne montre pas ses émotions, c'est-à-dire en fait qu'il soit dans le contrôle et la maîtrise, par opposition bien entendu, supposée, même pas dit, mais évident, de manque de maîtrise des femmes. Certains chercheurs, je pense à Olivia Cazalet par exemple, disent que cette absence de maîtrise des femmes, elle est liée, par exemple, au flux menstruel, qui n'est pas maîtrisé par les femmes, les règles, là où l'émission de sperme serait maîtrisée par les hommes. C'est quelque chose qui peut être pris en considération. En tout cas, le fait est qu'il y a une espèce d'exaltation dans la doxa générale du fait que les hommes doivent, et c'est là qu'on commence à parler des injonctions, doivent se contrôler et être en maîtrise. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit que certains hommes revendiquent le pouvoir de se comporter autrement et voire, je dirais, au resco referens, de ne pas se plier aux injonctions du code viril. C'est précisément ces hommes que l'on dit tourmentés et que les séries nous montrent comme tourmentés depuis le tournant des années 2000. J'ai pris l'expression tourmenté qui se trouve être dans le titre général de cette manifestation au grand critique américain Brett Martin, qui justement a travaillé autour de cette notion. J'affirmerai, je me mouille, que c'est une construction idéologique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui non seulement est construit à partir de concepts, d'idées, mais en plus qui évolue au fur et à mesure que l'histoire évolue, que les sociétés évoluent, que les mentalités évoluent. Et c'est vrai que je me fonde en particulier sur les travaux de un éminent chercheur qui est Georges Vigarello, qui a fait une très belle, pas tout seul, mais une très belle histoire de la virilité, que je vous conseille de lire, vous trouvez ça un point essai, c'est tout à fait remarquable. Les travaux de Olivia Cazalet dont je vous ai parlé, qui se préoccupe de la virilité comme un mythe qui nuit aux hommes et aux femmes, ce qui est un point de vue tout à fait intéressant. D'une chercheuse aussi qui est Mélanie Gourarier, qui a fait aussi un livre qui s'appelle Mal, Alpha Mal, et qui va dans ce sens de questionner ce qui nous semble, depuis l'Antiquité, aller de soi jusqu'à aujourd'hui. Les années 40, souvenez-vous, le film noir, le personnage masculin blessé, fatigué, qui agit, certes il agit, mais sans véritable désir et sans véritable esprit d'entreprise ou de conquête. Et parfois même, comme vous l'avez remarqué, il est la proie de certaines femmes fatales. Ça, c'est déjà un premier symptôme. Un autre symptôme, c'est dans les années 50. Et là, je vais m'appuyer sur les recherches de Laurent Julier sur l'homme-objet. Voici ce que dit Laurent Julier. Il dit « La grande peur dans les années 50, la grande peur masculine ne fut pas la bombe atomique, ni le complot
communiste, mais l'impuissance que la culture de l'époque faisait équivaloir à l'émasculation, surtout après que le second rapport Kinsey eut révélé que la sexualité féminine atteignait un pic tard dans la vie, alors que les performances sexuelles du mâle déclinaient bien plus tôt. Panique à bord, Masters of Sex. Vous avez vu des séries qui ont vraiment montré cette inquiétude. Dans les années 80, si Ronald Reagan, auquel vous savez qu'on compare l'actuel président des États-Unis, si Ronald Reagan s'est préoccupé explicitement de reviriliser l'Amérique, c'est bien qu'il y avait le sentiment que quelque part, la masculinité ait été atteinte. Et puis, je terminerai ce parcours extrêmement rapide jusqu'aux années 2000 en prenant l'exemple d'un grand cinéaste dont le cheminement est absolument révélateur de ce parcours. Clint Eastwood, 1971, l'inspecteur Harry. Enfin, je veux dire, c'est le macho en marche. Film qui demanderait à être revu à la hausse. Hein, mais en tout cas, c'est cette image du viril absolument dangereux et prédateur qui est mise en marche par Don Siegel. Et puis, repenser à Clint Eastwood dans La Route de Madison. Clint Eastwood dans La Route de Madison, qui non seulement met en scène, mais se met en scène. Il se met en scène comme un homme sensible, un homme qui n'a pas peur de montrer ses sentiments et qui est dans une écoute de la femme qui est absolument passionnante. Et ce film, à mon avis, n'a rien enlevé à la masculinité de Clint Eastwood. Donc c'est vrai qu'il est assez caractéristique. Mais aujourd'hui, on peut juste rajouter que dans la représentation des hommes, quelque chose se passe qui est intéressant, qui est aussi bien au cinéma que dans les séries. C'est qu'en dehors du porno, je laisse le porno de côté, on commence à voir ce qu'on appelle des dick shots, c'est-à-dire des plans de sexe. On commence à voir des hommes nus frontalement. C'est intéressant. C'est aussi quelque chose, un risque que prennent les acteurs lorsque, au sein d'un film mis en scène avec intérêt, pensée, émotion, ils présentent leur nudité. On a quelque chose, une fragilité qui arrive, et c'est tout à fait à prendre en considération. En tout cas, je voudrais dire qu'il me semble qu'en ce qui concerne les séries et le cinéma, les séries ont marqué le tournant. C'est les séries qui ont marqué vraiment le fait qu'on est passé à autre chose. 1999, Les Sopranos. À 3 minutes du début des Sopranos, l'épisode 1 de la saison 1 en 1999, on a un mafieux qui rentre dans une salle d'attente. Il ne va pas se faire soigner d'une blessure, enfin si, mais d'une blessure narcissique. C'est une salle d'attente de psy. Et il va se faire psychanalyser. Maintenant, on a tellement pris l'habitude de cette histoire-là que ça ne nous semble plus si invraisemblable que ça, mais il fallait mesurer ce que c'était. C'est-à-dire, vous aviez le personnage de l'homme fort, le mafieux, qui se présentait aussi comme un homme faible, un homme fragile, avec ses failles. Et à l'épisode 5 de la saison 1, David Chase prend bien soin de nous montrer qu'il tue un homme de ses propres mains. Donc on a affaire à quelqu'un qui est dans la droite ligne des salauds, des mafieux, des hommes de pouvoir, des gangsters, mais aussi un homme qui accepte, mal d'ailleurs, dans le premier épisode, il donne beaucoup de fil à retordre à sa psychanalyste parce qu'il ne veut pas entendre parler de clivage, elle lui demande 3 fois « Vous êtes dépressif ?» Il ne répond pas. À la 4e, il se lève et il claque la porte. Ce qui est bien la preuve, et c'est ça qui est intéressant, qu'effectivement, le personnage ne reconnaît pas être clivé, mais la mise en scène le reconnaît. Et c'est là que je dis que les séries marquent un tournant. C'est que David Chase a construit dans l'écriture, mais aussi c'est lui qui a réalisé le premier épisode, dans la mise en scène, il a organisé le fait que nous, spectateurs, nous voyons bien la façon dont le personnage masculin est complexe et quelle est sa fragilité, même si lui, le personnage, ne le reconnaît pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment un tournant. Il me semble que c'est quelque chose qui a permis justement de montrer qu'on était en train de mettre en question cette construction idéologique qu'est la virilité. Alors, le processus, on le connaît. Moi, je le rappelle rapidement, mais on le connaît. Petit 1, ça part de l'essentialisation des deux sexes. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Vous savez, quand vous commencez à mettre le pluriel, quand justement, vous ne mettez pas le pluriel, vous mettez le singulier, la femme est comme ça, l'homme est comme ça, ça risque de réduire considérablement l'approche que vous avez. Deuxième étape, à partir de ça, se construisent des stéréotypes. La force, le courage, ne pleure pas mon fils.
Troisième étape, les injonctions arrivent. Or, les injonctions, justement, ne pleure pas, sois fort, hein, sois courageux. Un homme, ça se bat, enfin, vous connaissez ça par cœur. Les injonctions ont cette caractéristique qu'elles n'admettent pas le doute. Ce n'est même pas un ordre, c'est quelque chose qui est ressorti à la catégorie morale. Et donc, on se trouve, quand on est sous l'injonction, devant une espèce de paralysie qui empêche le doute, l'interrogation. Mais enfin, posez la question, mais pourquoi les hommes ne pleureraient-ils pas? Juste une question. Mais c'est évident, bien sûr. C'est comme ça et pas autrement. Et si vous posez la question, c'est que vous êtes vraiment tordu, que vous soyez homme ou femme, de remettre ces choses-là en question. Alors, bien sûr, il y a des chercheurs qui nous ont aidés à penser ça. Je pense en particulier à la chercheuse australienne que mes amis universitaires ici doivent bien connaître, Rewin Cornell, qui en 1985 a construit le concept de masculinité hégémonique. C'est intéressant parce qu'elle part de cette entreprise idéologique et de ces injonctions, et elle développe une théorie selon laquelle ces injonctions sont là pour conforter et continuer le patriarcat, donc la sujétion des femmes. Et ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle rajoute quelque chose qui est tout à fait intéressant, la sujétion des femmes et de certains hommes aussi. Parce qu'on va parler de ça. Il y a des hommes, beaucoup d'hommes, qui sont victimes de cette idéologie de la virilité. Alors, évidemment, quelles sont ces injonctions? Ben, on les connaît, entre autres, hein, je ne veux pas toutes les dire, mais la performance physique, la force, la performance sexuelle, la retenue émotionnelle. Et elles ont ce contrôle et cette maîtrise dont je parlais. Et je pense qu'il est important de ne pas en sous-estimer la violence. C'est-à-dire que les hommes qui se trouvent confrontés à ça sont obligés tout le temps, avec un travail incessant, d'être à la hauteur de ces injonctions. Il faut le prendre en considération. Il n'y a pas que des porcs. Il y a des porcs, il y a aussi des hommes qui sont en proie à des attentes extrêmement pressantes de la société, des autres hommes et aussi des femmes. Alors bien sûr, on s'appuie en faisant ça sur les travaux de Françoise Héritier, à qui il faut rendre hommage. Elle évoquait la notion d'un invariant universellement accepté, ce qu'elle appelait la valence différentielle des sexes. À partir de la différence des sexes, ça infère une hiérarchisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement différence. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et cette hiérarchisation donne une grille de lecture du monde, une grille binaire, actif-passif, théorique-pratique, rationnel, émotionnel, homme, femme. Effectivement, c'est vrai que aussi bien la chercheuse australienne que les chercheurs dont je vous ai parlé au début de ma conférence s'appuient beaucoup sur Françoise Héritier et nous lui devons beaucoup, effectivement. Alors, cette question, ça sortit d'une autre, mais pourquoi est-ce qu'on enjoint aux hommes de respecter ces normes de virilité? Alors, j'ai trouvé une phrase extrêmement courte et d'une efficacité formidable, celle de Jean-Jacques Courtine dans l'histoire de la virilité, justement coordonnée par Georges Vigarello, dont je vous parlais. C'est dans le tome 3, et voici ce qu'il dit. Il dit « Dans la virilité, ce qui compte, c'est tout autant la hantise de l'impuissance que l'exercice de la puissance. » La hantise de l'impuissance que l'exercice de la puissance. Et lier les deux, ça permet de comprendre effectivement que la virilité, ça se construit au regard des hommes et par rapport aux femmes. Les deux sont à prendre en considération en même temps. Et précisément, depuis une vingtaine d'années, les personnages de série nous montrent des aspects de cette crainte de l'impuissance, dont on sait bien, je le répète, pardon de la banalité, mais qu'elle est fondée sur le partage des tâches en ce qui concerne la procréation. Les femmes donnent naissance aux êtres humains, et en plus, elles donnent naissance à différents d'elles, parce que non seulement elles donnent naissance à des filles, mais elles donnent naissance à des garçons. Françoise Héritier insiste là-dessus. Et les hommes, non. Et à partir de là, effectivement, il y a des problèmes qui se créent et qui sont réglés différemment selon la conception qu'on a du rapport entre les hommes et les femmes. Et en tout cas, je pense que c'est à l'origine de bien des conflits. Sauf que se rajoute à cette analyse le fait qu'aujourd'hui, GPA, etc., arrivant, la sexualité et la reproduction sont en train de se séparer, ce qui complexifie encore le rapport, évidemment, entre les hommes et les femmes, et c'est intéressant. Donc c'est un variant de la masculinité hégémonique qui a suscité des réactions. Eh bien, elle suscite des réactions qui évoluent,
avec la société et à travers l'histoire. Pour faire court, si vous voulez, je dirais que la deuxième moitié du XXe siècle a vu des transformations qui ont modifié certaines des injonctions de la virilité. Le travail n'a plus forcément besoin de la force physique. La question de la force physique se voit dévaluée. Et à côté de ça, le bodybuilding se voit, lui, en revanche, surévalué. Et le fait que, par exemple, la guerre soit devenue plus technologique, elle exclut le corps à corps, ou elle ne l'exclut pas, pardon. Elle en diminue la nécessité. Il est évident que le rapport, là aussi, à la force physique change. La place des femmes a évolué, vous le savez. Non seulement elle a évolué par rapport au travail, et là on va préparer l'extrait numéro 2, l'extrait numéro 7 du deuxième DVD. La place des femmes a évolué dans le travail, dans la société, et puis avec 50 ans de féminisme actif. Ça a porté, certains diront, ses fruits, d'autres diront, ça nuit considérablement aux hommes. Il y a des gens, je vous en parlerai, qui disent ça. Pensez au personnage de Michel Houellebecq. Il y a tout un courant dans la société qui tente à nous montrer que les hommes, mais finalement, sont travaillés par des questions, acceptent de montrer leur fragilité, et c'est quelque chose dont, personnellement, je me réjouis. Mais ça n'est pas nouveau, parce que si on présente ça comme la forme d'une crise, il faut aussi voir historiquement que cette crise fait retour. Et quelqu'un comme Mélanie Gourarier le montre très très bien. Elle explique effectivement que ce retour de la crise de la masculinité est fondateur. Il est fondateur parce qu'il permet à la virilité de se transformer. Et de se transformer, dit-elle, pour garder le pouvoir. Alors, je vais vous citer, comme ça je serai exact et sans jugement, je vous laisse penser la chose. Je vais vous citer un des cofondateurs des camps au cœur des hommes, qui sont des camps dans lesquels les hommes vont chercher à reconstruire une certaine idée de la virilité. Il s'appelle Clément Lescot, et voici ce qu'il dit. Il dit qu'il souhaite que les participants soient, ouvrez les guillemets, décapsulés, fermez les guillemets, et il veut leur faire prendre conscience, ouvrez les guillemets, des désirs profonds de leur cœur d'homme, spécifiquement masculin. Ces désirs sont l'aventure à vivre, le combat à mener, la belle à conquérir. Fermez les guillemets. C'est important parce que ce qu'on voit là, c'est comment, et ça c'est un classique dans l'évolution idéologique des sociétés, comment les masculinistes reprennent l'idée que la virilité est une construction idéologique, mais ils la reprennent pour justement reconstruire cette virilité en fonction de ce qui leur semble important. Donc cette transformation est incessante. Il y a de nouvelles injonctions qui arrivent pour ces pauvres hommes. Par exemple, l'injonction de se préoccuper du plaisir féminin. Ça, bravo, bravo, formidable. Mais elle se transforme aussi en injonction à faire jouir, ce qui parfois peut aussi se révéler extrêmement négatif. Donc vous voyez, c'est sans arrêt ce remodèlement et qui permet de faire que la virilité s'assure un pouvoir, on l'a dit sur les femmes, mais aussi, j'aimerais insister, sur d'autres hommes. Sur ces hommes qui ne sont pas tous beaux, qui ne sont pas aussi forts, aussi en position de pouvoir qu'ils l'aimeraient, qui ont des difficultés, qui sont peut-être doux, qui sont peut-être proches du féminisme ou du féminin, ou simplement qui sont efféminés, ou qui sont homosexuels, ou qui sont trans, et qui effectivement sont soumis à la violence de ces injonctions virilistes. C'est quelque chose dont il faut parler. Je n'ai pas le temps, mais il faudrait aussi développer comment dans les classes sociales, ça fonctionne différemment. La violence de ce qui s'exerce sur les hommes des classes populaires n'est pas quelque chose à négliger. Je ne voudrais pas que vous me fassiez dire que les hommes n'ont aucun tort. Je suis évidemment en train de les défendre, comme disait Ginette Dissler, dans ces 2 rencontres sur les hommes tourmentés, nous sommes contre les hommes tout contre. C'est important, nous avons pris ça à Sacha Guitry, mais c'est vrai. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les séries ? Il y a eu depuis quelques années, et nous allons vous les montrer dans ces 2 jours, des séries qui ont justement mis en avant ces personnages dont je parlais, doux, sensibles, différents, et sans les ridiculiser, sans en faire un objet de moquerie, sans les prendre de haut, sans condescendance. D'une certaine manière, pour terminer, je pense qu'on va revenir vers la grande Simone de Beauvoir,
Parce que, comme cette question concerne aussi bien les hommes que les femmes, j'ai envie de vous citer ce qu'elle disait en 1972, qui est une phrase que tous ceux qui cherchent sur cette question connaissent bien. « On ne naît pas mâle, on le devient, et la virilité non plus n'est pas donnée au départ. » C'est un axiome de réflexion qui est vraiment utile. Alors ensemble, moi j'ai envie de dire que les hommes et les femmes, nous avons tout à gagner à ce que la représentation des personnages masculins fasse place à leur clivage, à leur fragilité, à côté de leur force. Narrativement, ça donne des personnages beaucoup plus complexes, moins figés dans une cuirasse de stéréotypes, de bien entendu, et je crois, du coup, beaucoup plus aimables. En tout cas, oui, nous avons tout à gagner à ce que les arts du récit, et entre autres les séries, bien évidemment, nous aident à développer non les sentiments que les hommes et les femmes éprouvent déjà, mais un savoir, une culture des sentiments qui permet de les exprimer. Si tu en as le besoin, pleure mon fils. Merci.